Écoutez, bonjour en tout cas mesdames, bonjour messieurs qui sont connectés. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette nouvelle web conférence. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, le sujet traité est un sujet fondamental pour les entreprises, parce que c'est un sujet lié à leur business, aux ventes au sein de leur entreprise. Nous nous sommes mis un challenge en vous proposant des pistes de solutions en 30 minutes. Évidemment, ce sont des pistes de solutions. Ça se saurait si en 30 minutes, on devenait bon vendeur. Alors, le thème de la conférence, pourquoi les vendeurs ne posent-ils pas les bonnes questions? Et Jean-Pascal, que je vais présenter juste après, va nous expliquer pourquoi il est important effectivement de poser des bonnes questions. Peut-être si tu peux te rapprocher un tout petit peu, Jean-Pascal, qu'on te voit, voilà, parce que c'est toi finalement la star aujourd'hui, c'est pas moi. Alors, attendez. Est-ce que ça passe? Ça passe. Très bien. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de Jean-Pascal Mollet, qui est notre expert du sujet, et qui va effectivement animer avec moi cette conférence. Jean-Pascal est coach de vente depuis 15 ans. D'accord. Avant cela, il a été commercial et responsable d'équipe commerciale, autant en B2B qu'en B2C. Cela lui confère aujourd'hui une approche très concrète et très opérationnelle du sujet que nous allons aborder avec lui. Alors Jean-Pascal, moi j'ai une première question pour lancer cette webconférence. Le sujet me semble vu et déjà peut-être même revu. Pourquoi est-il aussi fondamental et finalement que vas-tu essayer d'apporter de nouveau dans ce sujet finalement des bonnes questions que doivent poser des commerciaux face à des clients? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation, Luc. Très heureux d'être avec toi. Alors, de nouveau, je ne sais pas, je ne suis pas persuadé d'apporter des choses nouvelles, mais en tous les cas, de remettre en perspective les choses importantes dans la relation commerciale et notamment cette phase d'exploration et de questionnement de son interlocuteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vente peut être un petit peu mal vue dans notre pays. Le métier de vendeur, des fois, est souvent associé à un autre mot qui termine par heure, que je ne citerai pas. Mais donc, la vente n'est pas toujours bien perçue. Il n'y a pas une vraie culture de vente. Et c'est vrai que notre accompagnement peut faire performer les entreprises là-dessus. Parce que s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'entreprise. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir sur une phase importante qui est le questionnement. Alors finalement, donc de quoi vas-tu nous parler dans cette demi-heure, Jean-Pascal? Trois grandes étapes. Donc, tout d'abord, le constat que je vais faire près des 10 000 commerciaux à peu près que j'ai accompagnés sur une quinzaine d'années. C'est pas mal. Comprendre pourquoi ce questionnement est si difficile et puis essayer de vous donner deux, trois pistes de solutions pour avancer sur le sujet. Alors, très bien. Donc, démarrons déjà par le constat que tu as pu faire, à la fois depuis 15 ans et puis même quand tu étais toi-même commercial ou responsable d'équipe commerciale. Alors, c'est vrai qu'on se rend compte que les commerciaux ont tendance à être plutôt en zone de confort. Et cette zone de confort, ça va être la connaissance de leurs produits, la connaissance de l'entreprise. En plus, on a souvent affaire à des passionnés donc, qui aiment parler de ce qui leur est propre. Et la zone d'effort est souvent le fait de s'intéresser à l'autre et de pouvoir faire un diagnostic et de bien comprendre le contexte du client et d'être capable de lui poser des questions qui seront pertinentes et qui vont aussi asseoir notre expertise. Donc passer tout compte fait d'une zone de confort à une zone d'effort. Passer d'une zone de confort à une zone d'effort, c'est cela la première piste effectivement de solution que tu peux proposer? Oui, alors évidemment, c'est facile à dire, mais pas toujours simple à comprendre. Et l'objectif aussi de cette webconférence, c'est que cette zone qui semble être une zone d'effort devienne une zone également de confort et de s'entraîner à poser les bonnes questions. Bon. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Alors surtout, pourquoi les commerciaux ne posent-ils pas les bonnes questions? Ce serait peut-être la meilleure question, oui, tout à fait. Et je crois que c'est le thème de notre webinaire. Alors justement, les bonnes questions sont plutôt des questions qu'on appellera des questions ouvertes. D'après toi, pourquoi les commerciaux ne posent pas ce style de questions, mais surtout, qui pose ce style de questions naturellement aujourd'hui dans notre environnement?
Écoute, moi j'ai 4 enfants Mhm. et effectivement, dès leur bas âge, ils m'ont assailli effectivement des questions. Mhm. Certaines d'ailleurs peut-être un peu difficiles à répondre, mais en tout D'accord. cas, je pense que déjà les enfants savent pertinemment bien répondre aux questions. En tout cas, poser les questions, pardon, pas les répondre, mais poser les questions. Et en général, c'est des questions où ils vont chercher une réponse. En tous les cas, pourquoi ci, pourquoi ça, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Exactement. Plein de questions. Ok. Donc, c'est vrai que les enfants vont poser des questions assez naturellement. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de personne qui va poser des questions ouvertes comme ça sans réfléchir? Bah, écoute, j'y étais récemment puisque je sors d'une petite angine, ça s'entend peut-être encore un peu à ma voix, je ne sais pas. Mhm. Mais effectivement, quand je vois mon médecin, en général, il me pose des questions. D'accord. Donc c'est vrai. Mais le médecin a fait 10 ans d'études pour apprendre à faire un diagnostic et savoir quelles sont les questions à poser. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois d'autres types de personnes qui posent des questions ouvertes sans réfléchir? Non, là je bloque. Alors, c'est vrai qu'il y a les journalistes aussi, qu'on aurait pu citer, mais qui ont appris aussi Les journalistes, absolument. effectivement, Oui, des oui, je interviews. suis d'accord. Oui. Donc on a parlé des enfants, mais en fait on a aussi les parents qui ont posé des questions ouvertes à leurs enfants. C'est vrai. C'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris à l'école? Qu'est-ce que tu as mangé ce midi? En fait, il y a un réel intérêt de moi en tant que parent de ce que font mes enfants. Voilà. Et même dans les couples, hein, on a tendance à se poser des questions ouvertes au début. Au début, ça c'était avant. Ah chérie, raconte-moi ta journée, qu'est-ce que tu as fait? Et puis au bout d'un certain temps, alors après le temps varie en fonction des personnes, on se pose moins de questions ouvertes. Ça va, tu as passé une bonne journée? Ouais, bon, super, hein, je vais regarder la télé. Bon, donc en tous les cas, c'est un signe d'intérêt sincère vers l'autre. Et je résumerai ça en fait en une petite phrase. Euh, Qu'est-ce qui différencie un commercial d'un enfant? Écoute, là, qu'est-ce qu'il je ne sais pas. Enfin, un commercial, en tout cas, déjà n'est pas un enfant en général, puisque on essaie quand même d'éviter de faire travailler les enfants. Mais à part ça, je ne sais pas te répondre. Bon, bah, donc c'est la phrase qui est devant vous, hein. C'est que les enfants cherchent à savoir, alors que le commercial pense tout savoir. Au-delà du mot d'esprit, c'est que l'enfant, quand il pose sa question, veut vraiment connaître une réponse. Moi, quand j'interroge mes enfants, j'ai vraiment envie de savoir et mon inconscient s'intéresse sincèrement à mon enfant. Alors que quand je suis en position de commercial, si on se souvient que l'être humain est quand même plutôt centré sur lui, plutôt égoïste, prenons une photo de mariage où vous êtes allé, où il y a 300 personnes, la première personne que vous allez chercher, c'est vous. Donc, il y a C'est pas la mariée. une espèce d'égocentrisme, C'est effectivement, ça, hein, ce que tu mets en avant. c'est notre nature humaine. Donc même notre nature humaine n'est pas de s'intéresser sincèrement à l'autre, Alors, en dehors des enfants et des parents, bien donc, évidemment. si j'ai bien compris, il y a un peu comme faisait M. Jourdain, de la prose sans le savoir. Ceux qui posent finalement des bonnes questions, peut-être pas sans le savoir, mais plus naturellement, sont les enfants et potentiellement les parents. Et d'autres, comme les médecins et les journalistes, le font, mais ils l'ont appris à le faire. C'est pas tout à fait pareil. OK. Donc, on a fait un premier constat en mettant en avant des points qu'on méconnaît, hein, effectivement, cet aspect d'aller chercher les choses auprès, soit dans notre cercle fermé, soit auprès de clients. Que faut-il faire maintenant, docteur, puisqu'on a parlé de médecin? Oui, alors c'est vrai que c'est une belle analogie, hein, l'analogie du médecin. D'ailleurs, moi, c'est une image que j'utilise souvent en formation, c'est que j'explique que, comme un médecin, le commercial est là pour faire avant tout un diagnostic et que quand on va chez le médecin, le moment où on va être en confiance avec ce médecin, c'est les 5-10 minutes qu'il va passer avec moi, assis en face de moi, à me poser des questions. Et en fonction du temps qu'il passe, des questions que je trouve pertinentes ou pas, je vais me dire, tiens, je suis en confiance et j'aurai envie de prendre son ordonnance ou pas. Et vous avez tous dans votre univers personnel proche des gens qui avaient des choses pas forcément graves, mais qui ont vu un médecin, deux médecins, trois médecins, quatre médecins, cinq médecins, et c'est le cinquième qui a trouvé. Pourtant, il avait fait les mêmes études que les quatre autres, mais il a posé la question que les quatre autres n'avaient pas posée. Et ben, c'est aussi là où vous allez pouvoir faire la différence dans votre posture commerciale, parce que vous allez poser les questions que vos confrères n'ont pas posées, et c'est là-dessus que votre prospect ou votre client va se dire, ah tiens, effectivement, il est différent et j'ai envie de travailler avec lui. Donc, c'est la différenciation, effectivement, qu'on peut faire. Alors, c'est aussi simple que ça, Jean-Pascal? Alors, c'est si simple que ça. C'est pour ça qu'il y a des formations, puisqu'on a vu que ce n'était pas naturel, Ouais. que le médecin passait 10 ans d'études, les journalistes, je pense qu'ils en passent 5-6 aussi, donc ça doit être pas mal pour apprendre tout ça. Et en fait, je posais des questions ouvertes. Hein, c'est ça, la bonne question, ce sont les questions ouvertes. Et on a un petit truc d'ailleurs
pour les retenir. Alors, il me tarde à connaître, justement. Il me tarde à connaître comment, effectivement, quel type de questions il faut poser. Par exemple, effectivement, cette question, immersion de rencontre, je leur dis, ben voilà, tiens, il faut que tu poses des questions ouvertes. Donc, c'est quoi une question ouverte? Ah, une question ouverte, ils me disent, c'est une question auquel le client ne peut pas répondre ni oui ni non, il peut s'exprimer. Ok, super. Et en dehors de ça, comment tu dois la poser? Voilà, il faut juste qu'ils puissent me répondre et qu'ils puissent parler. Mais ils ont souvent le mal à expliquer ce qu'est une question ouverte. Et il y a une raison grammaticale à ce qu'est une question ouverte. Une question ouverte, comme son nom l'indique, est là pour ouvrir la relation. On a un petit truc mnémotechnique qui s'appelle le CQQ, c'est occupé. CQQ, c'est occupé. C'est très facile à retenir. Voilà. J'ai envie de te répondre. Kesako. Alors, Kesako, ça veut dire quoi? Ça va, je sais. Donc, CQQ, c'est occupé. C'est un petit procédé qui vous permet de retenir les pronoms interrogatifs. C'est-à-dire que ma question doit commencer par un pronom interrogatif. En cours de CM2, donc c'est vrai que c'est un petit peu ancien. C'est comment, qui, que, combien, où, quand et pourquoi. Donc, comment, qui, que, combien, où, quand et pourquoi. Donc, quand je démarre une question par, ça comment, pronom interrogatif. Un pronom interrogatif, CQQ, c'est occupé, comment, qui, que, combien, où, quand, pourquoi, j'ai la clé du sujet. Mais à travers ces différents termes, il me semble en tout cas que certains sont plus ouverts que d'autres. Enfin, certains permettent de démarrer des questions plus ouvertes que d'autres. C'est vrai. Alors, il y a des petites nuances dans toutes ces questions. C'est vrai que le où et le quand, je vais avoir assez peu d'informations. Le principal étant de ne pas avoir un oui ou un non. C'est vrai que quand on accumule des questions fermées où le client me répond oui, non, un, ça fait questionnaire de gendarmerie. Deux, j'ai très vite l'impression de déranger. Et du coup, je vais retourner dans ma fameuse zone de confort qui est centrée sur mon produit ou ma société parce que je suis à court de questions, les questions ne viennent pas. Donc, voilà, le où et le quand sont des questions moins intéressantes, sachant que la question la plus importante, ce sera le pourquoi. On va y venir juste après. Mais pourquoi? Sans demander pourquoi. Pourquoi sans demander pourquoi? D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des questions, entre guillemets, plus magiques que d'autres à poser, en tout cas en premier, puisque là, on est en phase de découverte, finalement, d'un prospect, qu'on ne connaît pas forcément, donc il y a des phases plus magiques, et il me tarde, effectivement, de connaître quelles sont-elles, finalement, ces phrases magiques. Alors, avant, je te disais, demander pourquoi sans demander pourquoi, parce que c'est vrai qu'il va falloir chercher le pourquoi dans la tête de mon interlocuteur, pourquoi il utilise telle solution, ou pourquoi il a fait appel à nous, par exemple, mais sans demander pourquoi, parce que le pourquoi a quelque chose d'inquisiteur. Ouais. Le pourquoi entraîne une justification. Pourquoi? Parce que. Donc c'est vrai que c'est pourtant une question ouverte, mais ça peut être un peu confrontant. Donc ce que je vous conseille, c'est de remplacer le pourquoi par le en quoi. Donc, pourquoi c'est important pour vous, ou en quoi c'est important pour vous, ou qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous. C'est beaucoup plus souple en termes d'échange et en termes relationnels que le pourquoi. Et bon, effectivement, ce n'est pas que la sémantique. Ce n'est pas que la sémantique, on est bien dans la mise en fait de l'interlocuteur dans un confort meilleur que le pourquoi, qui est plutôt effectivement en général, on attend une justification. C'est ça. Et le client va le prendre comme tel. Donc dans les questions magiques, si on y revient, là je vais faire une vieille référence, donc c'est vrai que j'ai passé la cinquantaine, je vais vous parler de Colombo. Et c'est une vieille référence. Colombo que beaucoup de gens connaissent. On le voit encore un peu sur quelques chaînes, mais c'est pas raison. D'accord. Les chaînes les plus regardées. Donc en fait, Colombo, quand il faisait ses enquêtes, il posait des questions. L'inspecteur Colombo, peut-être préciser pour les personnes. Voilà. Sa femme. Donc des questions qui sont des questions assez techniques. Donc il va recueillir des indices. Donc c'est ce que le commercial doit faire. Mais ce qui intéresse aussi Colombo, c'est le mobile du crime. Donc pour le commercial, c'est aller chercher les motivations de mon interlocuteur. Et pas rester juste sur diagnostic technique, ok, vous avez besoin de ça, qui va faire ça, bon, super. Et tout compte fait, les questions magiques, ça va être qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que je peux vous faire gagner? Ça va être ça l'idée. D'accord. Donc finalement, on en revient même dans la vente, surtout dans la vente peut-être, à une chose fondamentale chez l'être humain, c'est d'aller chercher ses leviers de motivation. Qu'est-ce qui va le faire actionner? Qu'est-ce qui va le faire acheter? On est finalement dans le même registre. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'ailleurs, si on prend l'étymologie des mots, moi j'aime bien revenir à l'étymologie. En fait, la motivation, c'est le moteur de l'action.
qu'est-ce qui va me faire agir et qu'est-ce qui va me donner envie. Donc, aller chercher ces motivations. Alors finalement, une fois que j'ai compris ça, comment aller les chercher, ces motivations? Comment aller chercher finalement la motivation de mon client ou de mon prospect pour acheter mon produit ou mon service? Donc, je vais vous passer quelques exemples de questions qui pourraient être des questions magiques, hein, qui vont aller chercher les fameux pourquoi sans demander pourquoi. Par exemple, qu'est-ce qui vous fera dire dans un an que vous aurez fait le bon choix de prestataire? Le client il va me répondre ah bah parce que j'aurais choisi quelqu'un qui soit réactif, quelqu'un qui soit à proximité de chez moi, quelqu'un qui me fasse gagner de l'argent, quelqu'un qui m'ait fait gagner du temps, enfin voilà. Et donc, une fois que j'ai ça, ça me permet, s'il me dit tiens, ce sera quelqu'un qui m'aura fait gagner du temps. Si je lui montre dans ma solution que grâce à moi, il va gagner du temps, ben forcément, je vais gagner dans mon argumentation. En fait, la vente, c'est presque un travail de perroquet, alors de perroquet intelligent. Je te demande ce que tu cherches et ce que tu attends. Je reformule, hein, c'est une phase importante de la vente. Et donc, si j'ai bien compris ce que vous cherchez, ce que vous attendez, c'est bien cela, oui. Eh bien, ma solution répond à ce que vous cherchez, ce que vous attendez. Vous voulez un truc qui soit pratique, ben, je vous montre en quoi ma solution va être pratique. Vous en avez d'autres ici à l'écran. Donc, si vous aviez la lampe d'Aladin, quels sont les 3 vœux que vous lui feriez? Et dans les 3 vœux que votre interlocuteur va faire, attention, hein, quand vous n'en avez pas 3, vous taisez, hein, vous verrez que les 3 vont arriver. Et ben, ces 3 vœux seront les 3 axes qui vont vous permettre de centrer votre argumentation. Donc, vraiment, c'est vraie motivation. Donc en fait, hein, comprendre la vraie motivation, comme tu l'as dit, c'est la clé finalement de réussite dans la vente, dans d'autres d'ailleurs positions ou postures, hein, de management par exemple. Et finalement, ce n'est pas ce que les clients mettent tout de suite sur la table. Finalement, c'est aller chercher, si je comprends bien, ce qu'il n'y a pas écrit dans le cahier des charges. Si on parle d'un cahier des charges, par exemple. Parce qu'effectivement, ce qu'il attend dans un an, par exemple, si je reprends ta première question, n'est pas forcément formulé comme on le pense. En général, un cahier des charges, c'est plutôt une formulation plus technique, effectivement, de son besoin, mais qui ne met pas forcément, je dis bien, ça peut arriver, mais qui ne met pas forcément en avant sa propre motivation. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien. Donc, on a compris finalement le pourquoi de certaines questions qui ne sont pas bonnes, en tout cas, pour démarrer un entretien. On a vu certaines pistes du comment. Est-ce que c'est suffisant? Je revois le replay là, de la webconférence et je deviens un bon vendeur? Alors, ça se saurait en une demi-heure. Après, là où tu as mis l'accent, c'est vrai que la grammaire est bien faite. Hein. Si on appelle ça une question ouverte, c'est qu'elle est là pour ouvrir la relation et ouvrir l'échange. Si on utilise des questions fermées, comme son nom l'indique, la grammaire n'est pas bien faite, c'est pour fermer la discussion. Donc, ce sont des questions qu'on utilisera plutôt en fin d'entretien. Donc, une fois qu'on sait qu'il faut poser ce type de questions, il est important aussi de structurer son questionnement. D'accord. Donc, il y a aussi, effectivement, il ne suffit pas d'avoir cette magie des questions. Il y a une méthode, il y a des méthodes, effectivement, pour structurer, pour vendre. Alors, quelles sont ces méthodes? Alors, il n'y a pas qu'une méthode, bien évidemment. Après, le bon commercial doit avoir, comme un bon couteau suisse, un tas d'outils dans sa panoplie. Et puis après, il va falloir utiliser l'un ou l'autre. En tous les cas, il y a une structure de questionnement qui inspirait d'une méthode, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle le spin selling, qui a été très utilisé notamment chez IBM, où en fait, on va questionner le client pour qu'il prenne conscience qu'il peut avoir besoin de moi. Avec le SICA, donc le SICA, c'est je vais lui poser des questions sur sa situation aujourd'hui, comment vous fonctionnez sur tel sujet, qu'est-ce qui se passe, voilà, une situation assez large. Donc comprendre déjà la situation. Parlez-moi de votre entreprise. D'accord. Le S de situation, ok. C'est ça. Ensuite, je vais aller chercher ses insatisfactions et ses satisfactions. On va souvent chercher les insatisfactions, mais assez peu les satisfactions. Et il faudra même commencer par ça. Aujourd'hui, vous avez telle solution, mais voilà, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui fait que vous les avez choisis? Qu'est-ce que vous aimeriez garder? Et après, voilà, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui marche moins bien? Ah bah tiens, si je te l'améliorais, c'est peut-être ça. Ensuite, je vais aller chercher les causes et les conséquences. Ok, vous me dites que ça, vous n'en êtes pas satisfait, mais ça vient de quoi? Et du coup, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça entraîne? Bon. Donc, à partir du moment où il te dit, tiens, il y a un truc qui ne va pas, ça vient de là, il y a des conséquences, je lui dis, ok, mais alors qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place? Et là, souvent, il va me dire, c'est pour ça qu'on se rencontre. En fait, on va légitimer le fait de même de rencontrer un prospect. Parce qu'un prospect qui vous reçoit, il ne vous reçoit pas par hasard. Il n'est pas là pour faire son temps. Et ensuite, quels avantages vous attendez de la future solution?
Sachant qu'effectivement, là, on a accumulé, ne serait-ce que par les 3 premières thématiques, situation, insatisfaction, cause et conséquences, on a déjà accumulé énormément d'informations finalement pour comprendre ce que veut réellement le client et ce pourquoi on est là. Ok. Donc des questions ouvertes, oui, mais dans une structure d'entretien. Hein, c'est bien ça, Jean-Pascal, il ne suffit pas de lancer comme ça des bonnes questions, il faut structurer, et SICA, Spin Selling, comme tu disais, est une des méthodes, effectivement, qui permettent de séquencer ces questions dans le bon ordre. C'est ça. Alors, il m'arrive, moi, Jean-Pascal, souvent, finalement, que moi j'ai aussi des clients et des prospects, je fais aussi des propositions commerciales, qu'ils ne soient pas tout à fait en accord avec certains points de ma proposition. Et je ne dois pas être le seul dans ce cas-là. Tant mieux. Tant mieux. Donc ça ne va pas, mais tant mieux. Oui, on est en train de parler des objections, là. C'est une forme d'objection. C'est-à-dire, effectivement, OK, ce point-là, non. Bon, une objection, c'est positif. Dans tous les cas, c'est un signe d'intérêt du client. Je te prends l'exemple, tu vas dans un magasin, tu vas acheter un pull, tu dis, ah, votre pull, il gratte. C'est une objection. Oui, une petite objection, mais c'est une objection. Ça veut dire que si je trouve un pull qui ne va pas gratter, je risque de l'acheter. Tu dis, ouais, j'aime pas la couleur. Si on te trouve quelque chose qui te plaît dans les couleurs, si tu vas acheter une machine à laver et que tu dis, voilà, votre machine à laver, elle est compliquée, si on t'explique en quoi elle est simple, ou qu'on te propose un produit qui sera plus simple d'utilisation, tu risques de l'acheter. Voilà. Donc c'est déjà un signe d'intérêt, vaut mieux ça que rien. Mon client qui n'est pas d'accord, c'est bien. On ne voit pas forcément toujours de cette manière-là, mais ça peut être bien. S'il a 5 objections, c'est compliqué, c'est qu'il a vraiment été très bon, très mauvais, pardon, dans ma découverte. Et s'il y a une ou deux objections, à la limite, c'est bien. C'est assez bien. D'accord. Oui, il a besoin d'être rassuré sur certains points. Alors comment dois-je réagir dans ce cas-là? Pardon, comment dois-je réagir? Je repose la question, je n'ai pas été clair. Notre naturel d'être humain fait qu'on a dans notre cerveau le cerveau reptilien, qui est notre cerveau qui nous aide à survivre, hein, qui nous fait nous défendre. Et en fait, quand on nous fait une objection, on ressent ça comme une attaque. En fait, on m'attaque ou moi, ma position commerciale, d'expert, moi, enfin ma société, ou ma solution. Voilà, donc on attaque une des 3 choses. Donc le réflexe assez humain va être de se défendre. Et souvent d'argumenter tout de suite. Ah, vous êtes cher. Ah ouais, mais bon, non, attendez, on est cher, mais il y a quand même ça, ça, ça et ça. Ah, votre truc, il est compliqué. Non, regardez, c'est super simple. C'est-à-dire que là, on va être vraiment dans la confrontation. L'idée de ce que je vais vous proposer, qui est une méthode qui s'appelle prendre l'air. Déjà, dans prendre l'air, on ressent une prise de recul. C'est ça, bien, une méthode qui va permettre ça et qui va permettre de passer de ça à ça. C'est-à-dire que je ne suis plus en confrontation, mais je suis comme toi, je suis avec beaucoup d'empathie et je vais essayer de comprendre pourquoi tu me dis ça. Je vais pas du contre à avec. C'est ça. Quelque part. Okay. Donc, prendre l'air, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça veut dire on va accueillir l'objection. C'est vrai que dans certaines approches, on parle d'accepter, moi je préfère accueillir, c'est montrer à son interlocuteur qu'on se met à sa place et qu'à sa place, on pourrait penser la même chose, avoir la même réaction. Après, on va interroger toujours avec une question ouverte. L'objectif, c'est de creuser, de pouvoir comprendre pourquoi il pense ça, pour pouvoir lui apporter une réponse. Exemple, le client vous dit « Ah, je vais réfléchir ». Le réflexe qu'on aura, c'est bah, « Écoutez, je vous laisse », ou alors « Ah bah tiens, je vais réfléchir avec vous ». Enfin bon, ce n'est pas terrible. Une manière de répondre, c'est « Écoutez, moi, je vais être franc avec vous, hein, quand je dis ça à un commercial ou quand je dis ça à quelqu'un, c'est que je n'ai pas été entièrement convaincu. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est vraiment avec beaucoup d'empathie et un ton qui est dans j'essaie de comprendre et pas dans un ton qui soit agressif, parce que là aussi, la forme peut être importante. Ah ok, bah, écoutez, ça m'intéresse, mais dites-moi là, sur quel point vous n'êtes pas totalement convaincu, sur quel point vous voulez qu'on revienne. Et puis, souvent d'ailleurs, ça va être une objection prise, en fait. C'est-à-dire qu'il ne te le dit pas tout de suite, il te dit, ah, je vais réfléchir, mais souvent c'est ça, c'est que finalement, souvent, hein, et j'ai pu le constater aussi, qu'une objection qui apparaît ne donne pas finalement la vraie raison. C'est-à-dire la vraie raison. Ça fait une fausse barbe. Alors soit, c'est pas d'ailleurs forcément une volonté du client ou du prospect de le cacher, c'est peut-être qu'il n'a pas lui-même pris conscience que la vraie raison finalement, elle est derrière. Et donc l'idée, si je comprends bien ce que tu exposes à Jean-Pascal, c'est d'aller chercher. D'aller chercher ce qui est la partie non visible finalement de l'iceberg, c'est-à-dire de l'objection telle qu'elle a été formulée. C'est bien ça? Toujours enquêter, comme Colombo.
Donc, accueillir, hein, quelque part, interroger donc, par une question ouverte pour essayer d'ouvrir le débat et puis ensuite de continuer à creuser, avant d'avoir effectivement être certain d'avoir bien compris la totalité du sujet pour pouvoir formuler des formes de réponse. Très bonne reformulation. On n'appelle pas ça de l'empathie, par ailleurs. Alors si, en tous les cas, c'est en montrer et en démontrer. Une forme d'empathie. C'est pas je vais contre toi, mais j'essaie de comprendre pourquoi tu me dis. Ça marche. Alors, on a jusqu'à présent, on a fait le constat de pourquoi la vente n'était pas toujours naturelle ou bien réalisée. On a, je pense, compris pourquoi c'était le cas et on a beaucoup insisté sur le fait de poser des bonnes questions. On a donné des pistes de solutions. On a également expliqué qu'il fallait structurer son questionnement. C'est ce que tu nous as exposé rapidement, évidemment. Ça mérite d'être creusé de manière plus approfondie, mais on a déjà quelques pistes et on a même jusque-là compris que des objections, ce n'était pas forcément un mal en soi, c'est une prise d'intérêt finalement de ce qu'on a pu proposer, et deux, qu'il y avait quand même une méthode pour y répondre, non confrontante, mais plutôt, comme tu disais, de manière conjointe finalement, et d'essayer de comprendre tout ça. Bon, donc je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses jusque-là, même si c'est de manière très très courte. Moi, ce qui m'intéresserait quand même, et ce qui intéresse probablement nos auditeurs, c'est des exemples concrets, finalement, de missions qu'on a pu déjà réaliser sur ces sujets-là. Si tu peux nous en exposer une ou deux. Je peux parler d'un distributeur de matériel électrique, par exemple, où j'ai eu l'occasion d'avoir les commerciaux itinérants, donc vraiment les gens qui doivent développer le business et chez leurs clients et chez leurs prospects. Et en fait, on s'est rendu compte que vis-à-vis des clients, notamment actuels, des fois, il y avait des business à aller chercher, mais par habitude, le client me commande toujours la même chose, et moi, par habitude, je prends sa commande et je ne vais pas plus loin, je ne refais pas même une redécouverte d'un client existant. Et on s'est rendu compte, en appliquant ça, que en reposant quelques questions, des fois, le client ne savait même pas que je faisais tel ou tel produit, et du coup, ça permet d'augmenter, d'exploiter le potentiel du client. Donc avec une formation et puis beaucoup de coaching et beaucoup de mise en situation. Ok. Donc en fait, j'avais le réflexe finalement, je viens d'acheter un interrupteur, je donne l'interrupteur sans aller forcément comprendre ce que l'artisan était finalement en train de réaliser, et qui est un chantier beaucoup plus important sur lequel il y a beaucoup plus de produits et services que pouvait effectivement vendre cette société-là. Par exemple, il allait acheter sa clim ailleurs, alors que nous aussi, le client en l'occurrence vendait des clims. Ok. Peut-être un deuxième exemple dans un autre domaine d'activité. Oui, alors dans le secteur du recrutement, par exemple, où là, on a été missionné pour accompagner plutôt des gens qui ont un profil RH, profil recruteur, consultant, donc sans vraiment culture commerciale, mais pour leur dire, tiens, effectivement, il faut aller chercher des prospects, mais il faut être capable aussi de vendre un poste à un candidat. Aujourd'hui, les cabinets de recrutement, tout compte fait, ont plus de problèmes pour garder les bons candidats, parce que les bons vont être sollicités par 3 ou 4 cabinets et par 3 ou 4 entreprises. Donc, il faut être capable aussi d'avoir cette démarche de vente. Et en fait, de la vente, on en fait tous les jours, donc on a besoin de tous ces petits trucs et astuces. Okay. J'ai l'impression que dans ces deux cas de figure, en tout cas, il faudrait voir maintenant quelques mois plus tard ce que ça a donné, mais ils sont repartis avec des vrais plans d'action. Oui, en tous les cas, avec déjà une prise de conscience, qui est le démarrage de l'action, en se disant, oui, il faut qu'on prépare un petit peu plus. La préparation est un point clé, notamment les questions qu'on a envie de poser et pouvoir après argumenter. Ok. Très bien. Écoute, ça me paraît très bien et très complet. Si tu avais un mot de conclusion, c'est lequel? Moi, j'aime bien les petites phrases chocs, donc je dirais que le mauvais commercial est celui qui a réponse à tout, alors que le bon commercial est celui qui a question à tout. Intéressant. Intéressant. Donc, effectivement, on en revient au côté fondamental du questionnement et ne pas forcément d'avoir la bonne réponse. En tout cas, pas immédiatement, d'avoir le temps. Ok. Écoute, je pense que, merci encore, parce que merci à toi pour l'invitation. C'est complet. Alors, juste pour conclure, très rapidement, il nous reste une minute, juste pour vous rappeler que pour Amplitude accompagne effectivement des forces commerciales ou des directions commerciales en montée en compétences, notamment sur ces sujets-là, mais de manière plus importante, que ce soit d'ailleurs au travers de formations par petits groupes, ou également à ce qu'on appelle maintenant le mode AFEST, donc des actions de formation en situation de travail, donc c'est du coaching sur le lieu de travail, l'accompagnement individuel, ou encore lors de conventions managers sur cette thématique-là. Ça m'est arrivé également de réunir 80, 100, 300 managers sur cette thématique-là de comment mieux vendre. Donc, juste pour le rappeler,
C'est encore récent, pour vous le rappeler, on n'est plus à la Défense, on a emménagé nos locaux donc, au cœur de Paris, au 36 avenue de Wagram. On serait d'ailleurs ravis de venir vous rencontrer sur notre lieu, avec grand plaisir. Il nous reste maintenant à vous remercier pour votre audition et votre patience. N'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez déjà des questions, je vois que une question est en train de se taper. N'hésitez pas, on peut y répondre, même s'il est 12 heures et notre promesse est de terminer à 12 heures, mais on peut prendre 1 minute de plus pour y répondre. Donc, je vais attendre que la question se... Merci, c'est clair et pratique. C'est ce qu'on essaie de faire à travers toutes nos webconférences. Donc, merci encore pour votre audition et patience. Merci Jean-Pascal pour cet éclairage. Et nous vous donnons rendez-vous dans moins de 15 jours. La fin d'année arrivant, on accélère un petit peu les choses. Dans moins de 15 jours, sur une nouvelle webconférence, cette fois avec un partenaire québécois, donc avec un bel action québécois. Et le sujet sera les principes du leadership mobilisant. Rendez-vous donc le 3 décembre, 11h30. Et j'espère vous y voir nombreux. Merci encore. Très belle journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.